Pas d'après... Ah oui, si, c'est ça. C'est pas pour ça que vous avez 7 minutes de plus. Hein. Allez, monsieur Pernin, à vous. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de m'inviter à prendre part à vos discussions d'aujourd'hui. Donc, on m'a demandé en fait d'intervenir sur un terme assez général qui était quels sont les paramètres et les facteurs et les acteurs qui influencent le contenu de notre assiette. Donc, j'ai résumé ça de cette manière-là. Qu'est-ce qui influence notre assiette ? Donc, je vais me présenter. Tout d'abord, je suis Charles Pernin. Je suis chargé de mission agroalimentaire à l'association de consommateurs CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui a d'ailleurs un certain nombre d'actions de terrain conjointes avec la Massif. Et je vais donc vous faire une présentation en plusieurs points. Tout d'abord, je vous présenterai rapidement ce qu'est la CLCV. Puis je décrirai un petit peu les éléments de contexte qui conditionnent le choix des consommateurs en matière d'alimentation. On verra que c'est quelque chose d'assez compliqué à aborder finalement. Et puis je traiterai ensuite d'un certain nombre d'enjeux réglementaires et de demandes sur lesquelles se positionne notre association. Et enfin, je terminerai par une rapide évocation des actions que nous menons sur le terrain sur les questions de nutrition et de santé qui nous occupent aujourd'hui. Donc tout d'abord, quelques mots de la CLCV. Donc vous nous avez peut-être vu et entendu dans un certain nombre de médias sans pour autant toujours bien nous identifier parce qu'on a un sigle qui est un peu compliqué. CLCV, ça veut dire Consommation, Logement et Cadre de Vie. Et nous sommes une association de consommateurs généralistes qui fête d'ailleurs cette année ses 60 ans. On s'occupe donc de consommation, mais pas seulement, comme vous le voyez à travers notre nom. On est aussi une association qui représente les locataires dans le milieu HLM. Et on s'occupe aussi de questions qui ont trait à l'environnement, d'où cette notion de cadre de vie. Donc en fait, on est organisé sous forme de fédération, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'associations locales. Nous comptons 400 associations qui sont réparties dans 73 départements. On assure des permanences où nous accueillons le public et nous informons les consommateurs, notamment lorsqu'ils sont en situation de litige avec des professionnels. Donc on estime à environ 100 000 le nombre de personnes que nous accueillons dans ce cadre-là chaque année. Et nous comptons 30 000 adhérents. Alors notre raison d'être, si vous voulez, c'est de faire pression, dans le bon sens du terme, sur les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs, sur les professionnels aussi, dans le sens de l'intérêt des consommateurs. Donc on essaye d'être présent dans les médias parce que c'est évidemment une caisse de résonance importante pour faire valoir un certain nombre de positions, et on participe aussi à des instances consultatives qui nous permettent d'aborder un certain nombre de sujets d'ordre réglementaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'association, je vous invite à consulter notre site. Et nous avons également un site spécialement dédié aux questions d'alimentation, comment choisir les produits avec un certain nombre de conseils pratiques qui s'appelle Le Point sur la Table. Donc c'est www.lepointsurlatable.fr, c'est un site gratuit. Alors, voilà, je voulais maintenant aborder de façon un petit peu globale cette question du choix du consommateur et essayer de voir effectivement quels sont les facteurs qui influencent les choix alimentaires du consommateur. Donc j'ai essayé de résumer, ça n'est pas exhaustif, l'ensemble de ces facteurs, et donc on voit bien que c'est quelque chose de très complexe, qui est très variable suivant chacun d'entre nous. Donc il n'y a pas un consommateur, il y a autant de poids de ces différents critères qu'il y a de consommateurs, on pourrait dire. Alors, il y a quand même un trait qui est important, c'est que quand on interroge les gens, et c'est quelque chose qui est assez fréquent dans des enquêtes d'opinion, etc., sur qu'est-ce qui est le premier critère quand vous choisissez un aliment, ce qui ressort quand même le plus souvent, c'est le prix. Sauf
année exceptionnelle où la croissance économique est au rendez-vous, ce qui arrive de moins en moins souvent par les temps qui courent. Mais sinon, en règle générale, les gens sont particulièrement attentifs à cette dimension économique et à la dimension du prix, en lien évidemment avec la problématique du pouvoir d'achat. Sinon, vous avez vraiment une multitude de facteurs. Il y a évidemment la publicité et le marketing. Vous avez la dimension plaisir. Vous avez tout ce qui est les préférences personnelles et les habitudes qui se sont structurées au cours du temps. La dimension de ce qu'on sait faire en cuisine, la praticité, l'information évidemment qui est un de nos thèmes favoris à la CLCV. Et puis, les enjeux de nutrition et de santé, finalement, ne sont qu'un facteur parmi d'autres. Il y en a aussi qui prennent une importance qu'on va qualifier de croissante, même si ça reste quand même des facteurs, on va dire, secondaires pour la plupart des consommateurs, qui sont l'éthique et les aspects environnement. Donc voilà, déjà ça c'est pour situer un peu le contexte global et dire que finalement ces influences c'est très très large et c'est pas forcément toujours évident de faire la part des choses et de dire bon c'est tel facteur qui est déterminant. Et ça en plus donc ça varie d'un consommateur à l'autre et ça varie probablement d'une situation à l'autre, c'est-à-dire que à tel moment vous êtes plus en recherche d'un aliment pour le plaisir et à un autre moment vous allez plus faire attention à la santé. Donc tout ça est très variable. Je pense aussi qu'il y a un élément de contexte qui est important à rajouter ou à souligner sur ce débat sur cette thématique de l'influence de tout ce qui influence nos choix alimentaires, c'est la dimension sociologique. Et je voulais, pour illustrer cet aspect-là, citer une sociologue de l'alimentation qui travaille à l'INRA, qui s'appelle Faustine Régnier, et qui a beaucoup travaillé sur quelles sont les valeurs liées à l'alimentation en fonction des milieux sociaux. Et ce que montrent ces travaux, ce qu'elle en dit en tout cas, c'est que finalement au sein des catégories modestes, donc je vous rappelle, ce sont ces catégories dans lesquelles le problème du surpoids et de l'obésité est le plus prégnant aujourd'hui et le plus préoccupant. Ce qui compte dans ces catégories, finalement, c'est l'abondance et le choix, en particulier pour les enfants qu'il s'agit de gâter à travers l'alimentation. L'abondance et le choix sont notamment objets de fierté car ils sont à la fois signes d'abondance et réaction à la peur du manque. Donc là, on voit bien que ces valeurs qui sont très liées à la sociologie des populations sont des éléments qui vont aussi façonner les choix alimentaires, notamment quand on va aller faire ses courses. Surtout si les enfants sont là, on va vouloir leur faire plaisir et se tourner vers telle ou telle catégorie d'aliments plutôt que vers telle autre. Alors, je voudrais maintenant aborder un certain nombre de demandes que nous formulons. Donc, nous faisons le même constat que ce que vous avez fait ce matin et au cours des présentations précédentes. Ce constat, c'est celui d'une progression inquiétante de l'obésité. Donc, je vais passer assez rapidement parce que les chiffres ont déjà été abordés. Donc là, j'ai repris les données de l'étude Aubé-Pierroche 2012. Alors, j'en discutais tout à l'heure avec Michel Choléac qui me disait oui, mais en fait, on observe une augmentation par rapport à 2009, mais elle n'est pas forcément significative en termes statistiques. Donc, il faut peut-être nuancer. Et on pourrait dire qu'il y a plutôt une stabilisation au cours des 3 dernières années. Ceci dit, cette étude Aubé-Pierroche, elle peut présenter aussi un certain nombre de biais puisque c'est une étude déclarative, c'est-à-dire que les gens disent voilà, moi je pèse tant, je mesure tant, etc. C'est pas aussi précis évidemment qu'une mesure et on sait qu'un des biais, c'est que les gens ont tendance à sous-estimer le poids dans ce type d'enquête. En tout cas, il y a quelque chose qui est très clair, et donc ça rejoint les diapos précédentes sur les aspects sociologiques, c'est que ce qui est aujourd'hui une difficulté majeure, c'est qu'évidemment les taux d'obésité sont nettement plus importants au sein des catégories modestes, et pour nous c'est une source d'inquiétude compte tenu de la crise économique actuelle. On peut craindre que ça complique encore les politiques de santé publique en la matière.
Donc ça, c'était quelques éléments de constat. Donc nous, ce que nous disons par rapport à cette situation qui appelle évidemment une action forte, c'est qu'il faut une politique globale de l'alimentation qui agisse en fait sur 4 leviers complémentaires. Donc tout d'abord, il faut améliorer l'information des consommateurs pour justement influencer leur choix alimentaire dans le sens que l'on souhaite. Et pour nous, ça passe par 2 points, harmoniser les étiquetages et encadrer les allégations nutrition santé. Donc je vais revenir en détail après sur les différents volets. Deuxième point, il faut agir sur l'offre. Donc là, agir sur l'offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir sur la composition des produits, donc sur la publicité, sur la restauration scolaire, sur la façon, parce qu'on peut agir sur ce qu'il y a dans les produits, mais ce qui est important aussi, c'est la façon dont on les met en avant sur un lieu de vente, parce que ça influence aussi fortement les choix et les préférences des comportements. Donc c'est ce qu'on peut qualifié d'amélioration de l'environnement alimentaire. Alors il y a une autre piste qui nous laisse pour l'instant assez sceptiques, c'est agir sur les prix via une taxe nutritionnelle, parce qu'on n'est pas du tout certain que ce soit efficace, et puis dans un contexte de tension forte sur le pouvoir d'achat, on est assez réservé sur l'idée d'imposer des taxes aux consommateurs. Enfin, développer l'éducation alimentaire, et nous contribuons par nos actions de terrain dans notre réseau à sensibiliser les consommateurs. Et puis, bien sûr, encourager l'activité physique. Donc, j'essaye de passer rapidement pour ne pas trop déborder. Donc, je vais passer en revue un certain nombre d'aspects qui sont au cœur de notre action à la CLCV. Donc, il y a d'abord la question de l'étiquetage nutritionnel. Et ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de cacophonie sur l'étiquetage nutritionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre réglementaire encore, il existe mais il n'est pas encore appliqué, et donc le consommateur, il est confronté à une multitude d'étiquetages. Et pour illustrer ça, je vais juste vous montrer rapidement le résultat d'une enquête qu'on avait fait il y a quelques années. Alors c'était au niveau européen, mais ça montre un peu cette avalanche d'étiquetages qui n'ont tous rien à voir et qui évidemment ne vont pas faciliter l'acquisition de repères simples et pratiques par les consommateurs. Donc, nous, on a mené un certain nombre d'études pour essayer de voir quelles étaient les attentes des consommateurs et essayer de cerner ce qui pourrait être un dispositif réellement pratique pour eux. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les consommateurs, malgré tout, attendent des chiffres. C'est-à-dire que si vous leur donnez une information en disant « ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vraiment très mauvais », finalement, ils ont un peu l'impression qu'on leur confisque une part du choix, et donc ils souhaitent savoir d'où vient quelle est la composition du produit, et donc il y a une demande pour des chiffres, même si c'est un peu paradoxal, parce qu'on se rend compte que les chiffres, souvent ils sont pas compris, ils sont pas toujours lus et pas toujours bien interprétés. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai mis ici, sans explication, seulement 40% des consommateurs comprennent la signification de ce qu'on appelle les apports journaliers recommandés. Donc, le résultat de tout ça, pour nous, et on a eu ces discussions aussi beaucoup avec nos homologues au niveau européen, au sein du Bureau européen des unions de consommateurs, c'est de dire, les chiffres, il en faut sans doute pour pas donner l'impression qu'on veut cacher quelque chose sur le produit, mais c'est pas suffisant pour aider les choix, et il faut aller plus loin. Donc nous, la conclusion, la synthèse de ces réflexions, c'est de dire, on va mettre les chiffres, donc là je suis désolé, c'est en anglais, mais on va dire, il y a tant de matières grasses dans 100 grammes, tant d'acides gras saturés, mais comme les gens, ils savent même pas vraiment ce que c'est que les acides gras saturés, si c'est bon ou pas, on va leur mettre un code couleur, donc il faudra expliquer à côté, évidemment, à quoi sert le code couleur, pour leur dire, bon, ce truc-là, c'est quand même plutôt gras, plutôt salé, il y a pas mal d'acides gras saturés, par contre, le sucre, ça va, mais bon, si vous voulez des lasagnes un peu plus équilibrées, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, on va beaucoup plus loin que juste une information. On interprète cette information et on a une espèce d'aide au choix, parce qu'aujourd'hui l'étiquetage nutritionnel, c'est vraiment d'abord il y a cette cacophonie, et en plus c'est mal compris et très très peu utilisé en fait, sauf par des gens qui ont développé une espèce d'expertise là-dessus. Alors, comme je vous disais, en fait, maintenant, il y a un règlement depuis fin 2011, donc ça fait juste un an ou un peu plus, un jour près.
qui a été publié après 5 années de discussion. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que faire bouger les choses au niveau réglementaire, c'est vraiment un combat de longue haleine. Alors, ce règlement, il rend obligatoire une information nutritionnelle, donc ça va plutôt dans le bon sens, sauf qu'il n'a pas vraiment défini de cadre facile pour les consommateurs, et en particulier, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, cette histoire de coder avec des couleurs pour alerter les consommateurs, ça n'a pas été retenu dans le dispositif européen. Les Anglais sont en train de le mettre en place dans le cadre de ce qu'on appelle les schémas nationaux. Donc on va voir ce que ça donne là-bas, mais sachez que notamment du fait du lobbying des professionnels, cette disposition n'a pas été retenue malheureusement. Donc ça, c'était l'étiquetage. Je vais essayer aussi de vous présenter un peu ce qu'on a demandé et ce qu'on a obtenu ou pas obtenu sur les allégations nutritionnelles et de santé. Donc vous savez que ça, c'est un élément de contexte qui évidemment n'a pas échappé aux industriels de l'agroalimentaire. Il y a une attente très forte des consommateurs en matière de santé et d'alimentation. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, 73% des Français qui considèrent que le fait d'avoir une alimentation équilibrée est important pour préserver sa santé. Autre chose, on sait que le marché des compléments alimentaires, qui sont des produits un peu à la frontière entre produits de santé et produits alimentaires, connaissent un succès croissant. Et donc, il y a une vraie attente des consommateurs là-dessus. Et donc, les industriels se sont engouffrés là-dedans en proposant des tas d'allégations nutritionnelles et de santé, souvent très farfelues. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples pour illustrer ce que nous, on a qualifié très tôt de dérive en la matière. Donc, sur des produits, voilà, qui contiennent plus de 40% de sucre et 11% de graisse saturée, on avait des allégations du type du calcium pour des os solides, ce qui évidemment pour nous était trompeur pour l'information du consommateur. On a aussi des allégations qui sont complètement fausses, comme celle-ci, ce produit Silhouette Active qui revendiquait des effets coupe-fin. Donc le professionnel s'appuyait sur des études soi-disant cliniques, etc. Et en fait, les agences sanitaires, dès 2007-2008, avaient considéré qu'il n'y avait pas de preuves pour alléguer de tels effets. Le produit était néanmoins sur le marché, donc nous on a engagé une action en justice et vous voyez qu'il y a 10 jours, en fait, on a obtenu la condamnation de Candia pour publicité mensongère, mais le produit a été sur le marché pendant 4 ans. Donc ça, c'était évidemment un gros problème. Alors, il y a quand même un cadre, c'est ça qui est un peu paradoxal et qui est peut-être un peu difficile à comprendre, c'est que le cadre, il existe depuis 2006, mais il a mis tellement de temps à s'appliquer qu'on a continué à avoir ce type de pratique déloyale pour les consommateurs et qui contribue à brouiller complètement les repères en matière d'alimentation. Donc ce cadre, c'est un règlement européen qui fixe 2 principes essentiels, qui sont en fait une évolution très importante par rapport à la situation antérieure. Ces 2 principes, c'est que toute allégation doit être évaluée et autorisée avant qu'on puisse l'utiliser sur un produit alimentaire, donc mettre un produit sur le marché avec cette allégation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que avant de dire tel produit est bon pour la santé, on regarde globalement sa composition nutritionnelle pour savoir s'il est à peu près équilibré et s'il peut bénéficier d'une allégation nutritionnelle ou de santé. Donc ça, c'était les 2 acquis du règlement. Donc je vais passer assez rapidement, mais ici, c'était pour vous montrer qu'on était dans une situation réellement sérieuse, parce qu'il y avait un grand nombre d'allégations, 44 000 allégations en Europe, qui n'étaient absolument pas évaluées. On ne savait pas trop si c'était vrai, pas vrai. Et donc, il a fallu d'abord faire le point sur tout ça, les évaluer, et donc ça a pris un temps considérable. Le résultat donc ça a été fait au niveau européen par l'agence européenne. Le résultat, c'est que les 3/4 de ces allégations se sont révélées farfelues. Et aujourd'hui, on a quand même une liste. Donc, seules les allégations qui sont sur cette liste seront autorisées. Donc, il y en a 222 qui ont été autorisées au niveau européen. Et donc, ce qui va permettre quand même d'en éliminer un nombre conséquent. Alors, on n'est pas pour autant au bout du processus, parce qu'il reste, je crois, 600 et quelques allégations qui n'ont pas encore pu être évaluées, qui concernent des extraits végétaux, notamment utilisés dans les compléments alimentaires. Voilà. Alors,
l'autre aspect qui reste, lui, complètement irrésolu aujourd'hui, c'est la question de ce qu'on appelle les profils nutritionnels. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. L'idée, c'est j'ai une barre chocolatée, j'ai une allégation autorisée sur le calcium. Par exemple, le calcium contribue au bon développement du squelette ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux mettre du calcium dans ma barre chocolatée pour dire que ma barre chocolatée, c'est bien pour la croissance des enfants? Donc ça, c'est un vrai problème. Et le règlement prévoyait que seuls des produits globalement équilibrés pourraient le faire. Et là, il y a eu un lobbying vraiment intensif de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire au niveau européen qui a abouti au fait que ces profils n'ont jamais été définis. Donc ça fait 6 ans que le principe est inscrit dans le règlement, mais il n'y a toujours pas de traduction pratique. Donc je passe rapidement parce que je suis en retard. Un autre enjeu par rapport au comportement alimentaire des consommateurs, c'est la publicité. Donc ce qui est clair, c'est qu'il y a un déséquilibre flagrant entre les budgets, les moyens consacrés par l'industrie à la publicité, 4 milliards. Alors c'est aux États-Unis, j'ai pas les chiffres en France ni en Europe malheureusement, mais je pense qu'en termes de rapport, on n'est pas forcément très très loin. Publicité et éducation nutritionnelle, vous voyez, c'est complètement disproportionné. Donc nous, on avait pas mal travaillé sur le sujet dans les années 2000 en passant en revue les spots de publicité destinés aux enfants pendant les émissions jeunesse du matin, ce qui nous permettait de voir que vous aviez l'essentiel des produits qui étaient promus au sein d'une catégorie, par exemple les céréales ou les yaourts. Systématiquement, c'était les produits les plus gras ou les plus sucrés, et que les fruits et légumes ne représentaient finalement que 1% de ces spots publicitaires. Donc on voit bien que il y a des éléments de contexte et d'environnement alimentaire au sens large, notamment à travers la publicité, qui orientent plutôt les comportements, et c'est notamment grave quand il s'agit des enfants, vers les produits les moins intéressants sur le plan nutritionnel. Autre chose, là c'est une étude de 2010 qu'on a fait sur les fast-food, où alors là c'est plus à la télé, c'est sur internet, mais vous voyez, vous jouez, alors là c'était quick, vous jouez, vous gagnez des points, et du coup ça vous super size le menu, c'est effet XL, donc vous ressortez avec la méga frite, le triple burger, le méga coca, et donc là on voit bien aussi qu'on a un encouragement, donc là c'est plutôt les ados, à une espèce de surconsommation. Alors, voilà, je passe rapidement. Donc, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées, parce qu'il y a eu du lobbying des associations de consommateurs sur ce sujet notamment. Donc, on a eu les messages sanitaires, bon, leur impact est controversé. Il y a une auto-régulation des professionnels qui se sont retirés des émissions jeunesse, mais en même temps, ils ne se sont pas retirés des plages de prime time alors que les enfants regardent la télé aussi à ce moment-là. Donc bon, on n'est pas complètement satisfait des résultats, d'autant plus que l'autodiscipline des professionnels, pour nous, c'est un vrai problème parce qu'ils sont à la fois juges et partis sur la question, évidemment. Donc il n'y a pas de réglementation, c'est les professionnels eux-mêmes qui disent ça peut passer, ça peut pas passer, etc. Et puis, on n'a aucune donnée finalement sur ce qui se passe sur Internet, sur les téléphones portables, le marketing viral. Tout ça, on a beaucoup de mal à évaluer la pression que ça peut avoir sur les enfants et leur développement. Bien, alors, je crois que vous avez pas mal parlé, j'étais pas là en début de matinée, mais des chartes d'engagement nutritionnel du PNNS. Donc je passe rapidement, c'est une démarche qui remonte à 2007. Les entreprises proposent des engagements chiffrés et étalés dans le temps qui doivent être significatifs, 2/3 du chiffre d'affaires, et puis on signe un engagement avec les pouvoirs publics. Alors, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, bon, ça c'est des chiffres qui sont un peu anciens, mais en fait, ça montre que finalement ces chartes ne vont probablement pas permettre d'atteindre les objectifs qui étaient ceux du PNNS 2 à l'époque. C'est-à-dire que c'est l'AFSA qui a fait ce travail-là, qui était un travail un peu de simulation optimiste, c'est-à-dire on considérait que tous les professionnels de tous les secteurs s'engageaient sur des chartes, et on voyait qu'on arrivait péniblement à atteindre les objectifs du PNNS 2
par rapport à la contribution des lipides à l'apport énergétique et que pour les acides gras saturés, on était encore nettement au-dessus des objectifs du PNNS2. Donc, ça, c'était des simulations qui datent d'il y a plusieurs années, mais très récemment, on vient d'avoir la confirmation par l'Observatoire de la qualité de l'alimentation que les chartes sur lesquelles on a un peu de recul maintenant ne vont pas permettre à elles seules d'atteindre les objectifs du PNNS. Donc pour ça, il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord, ces chartes concernent des firmes leaders, mais vous n'avez pas de mobilisation des secteurs dans leur ensemble, ou trop peu. Il y a un certain nombre d'engagements sectoriels, mais qui ne sont pas assez nombreux. Par ailleurs, on sait qu'on ne touche pas du tout l'alimentation de détail et la restauration commerciale. Et il n'y a pas non plus d'effort sur ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est la présentation de l'offre alimentaire sur les lieux de vente. Donc il y a un certain nombre de limites à la portée de ces chartes. Et tout récemment, l'ANSES a expliqué notamment que par rapport à la question du sel, on avait bien assisté à une réduction dans le cadre de ces chartes, mais qu'on était là encore très très loin des objectifs fixés notamment en 2002. Et donc, nous considérons que ça fait quand même 10 ans maintenant que des objectifs ont été fixés en termes d'apport de sel dans la population et qu'on a identifié à peu près les aliments sur lesquels on pouvait faire porter l'effort. Considérant qu'on avait tenté une voie, disons, partenariale en invitant les professionnels à agir sur ce point et considérant que 10 ans après, on n'est pas vraiment satisfait du résultat et qu'on est dans un constat de demi-échec, disons, nous disons qu'il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure sur cette question-là et d'adopter un plan de réduction par voie réglementaire et non plus simplement en proposant aux professionnels de s'engager. Donc il s'agirait de dire voilà les principaux aliments contributeurs des apports en sel parce qu'on les connaît et on propose de réduire, je ne sais pas moi, sur 3, 4 ou peut-être 5 ans pour atteindre les objectifs fixés en matière de santé publique. Donc c'est une position sur laquelle on a un peu évolué. Pierre Menton interviendra après moi et évoquera sans doute cet aspect du sel. C'est vrai que nous au départ on a cru un peu dans les chartes d'engagement, mais là sur le sel on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est loin de l'objectif et qu'il faut passer à d'autres outils. Je passe rapidement, on a aussi pas mal réfléchi à la restauration scolaire, mais j'ai plus trop le temps de rentrer dans les détails. Et puis voilà, en 2 mots pour conclure, on essaye aussi d'agir, on ne fait pas que du lobbying, on essaye d'agir aussi sur le terrain en proximité des consommateurs grâce à notre réseau. Donc on mène des actions notamment auprès des jeunes dans les établissements scolaires. On a pour nous la légitimité d'une association de consommateurs indépendante des professionnels. On est proche des gens puisqu'on a ce réseau local. On est présent dans la durée et on a un ancrage dans les milieux modestes compte tenu de notre action en matière de logement social. Voilà, je vous invite aussi à consulter notre site internet Le Point sur la Table qui a bénéficié d'un mécénat de la Massif, sur lequel on trouve de nombreux conseils pratiques pour comparer les produits et concilier équilibre alimentaire et petit budget. Je m'excuse d'avoir débordé un peu et je vous remercie de votre attention. Alors, c'est nous qui vous remercions. Je vais demander à Pierre Menton, mais de prendre tout de suite la suite et puis ensuite...